Mais vous avez raison. Mais il se trouve qu'ils sont jeunes. Non, mais ils sont jeunes, ceux dont on va parler dans un instant. Ils sont à peu près trentenaires. Ils sont trentenaires et ils sont ceux qui participent à Nuit debout et à d'autres mouvements qui sont autant de signaux manifestant un désir de faire de la politique hors système à un an quasiment pile de la présidentielle. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Dur réveil pour les Nuits debout ce matin à Paris. Leur campement a été évacué, mais les manifestants étaient déterminés à se réapproprier les lieux avec une nouvelle autorisation préfectorale dès ce soir. Place de la République, c'est là que des centaines de personnes refont le monde tous les soirs depuis la journée de mobilisation du 31 mars contre la loi El Khomri. Beaucoup sont proches des écologistes ou de la gauche radicale, mais dans ce mouvement citoyen, il n'y a ni porte-parole ni parti politique affiché. On est aussi là du coup pour essayer d'inventer d'autres formes de faire de la politique ensemble et pas juste passer par les institutions. Nuit debout n'est pas encore un mouvement de masse, mais il a gagné une soixantaine de villes, l'expression d'une frustration et d'un ras-le-bol du pouvoir traditionnel. À un an de l'élection présidentielle, beaucoup craignent un remake de 2012. Même protagoniste, même costume et même promesse. Ce rejet des partis politiques classiques a déjà donné naissance à d'autres mouvements d'occupation par le passé. En 2011, des Américains appelaient à occuper Wall Street et à manifester pour dénoncer le monde de la finance. La même année, en Espagne, le mouvement des indignés anti-austérité prenait de l'ampleur avant de donner naissance plus tard au parti Podemos. 5 ans après, il a obtenu 20% des voix aux législatives, mais à l'approche du pouvoir, il recule devant les alliances et est confronté à de rudes tensions internes. Alors, les mouvements citoyens représentent-ils une vraie alternative aux formations politiques traditionnelles? Peut-on prendre le pouvoir en dehors des partis? Bonsoir à tous les trois. Aurélie Trouvé, le regard dans le vague. Vous n'avez pas dormi, c'est ça? Ouais, voilà. Vous êtes coprésidente du conseil scientifique d'Attaque. Vous êtes fréquemment place de la République à Paris en compagnie des jeunes gens de Nuit debout. Et vous considérez précisément que c'est le rejet du politique et la prise en main de sa propre vie qui les anime et qui vous anime donc. Mais comme dirait Frédéric Lordon, l'économiste et tribun, nous ne revendiquons rien. C'est aussi un des paradoxaux mots d'ordre de ce regroupement. Nicolas Doucerin, bonsoir, vous êtes président de Nous Citoyens. Alors vous avez lancé ce matin, avec Alexandre Jardin, Jean-Marie Cavada et Corinne Lepage, des poulets de printemps, on peut le dire, la primaire des Français.fr pour faire émerger un candidat hors parti et ringardiser les vieilles organisations politiques. C'est bien cela? C'est parfait. Très bien. Jean Garrigue, vous êtes historien, spécialiste de la vie politique française. Selon vous, la Ve République institue un système pervers qui empêche les Français de se reconnaître dans leurs élus et qui bloque évidemment les réformes. On y reviendra, mais d'abord une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Et on reparle un peu d'argent. Ah bon? Voici la question. Sans financement, comment réussir en politique en restant hors des partis? Nicolas Doucerin, aujourd'hui, en politique, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Comment on fait quand on crée un mouvement et qu'on veut durer pour continuer sans argent? Vous savez, aujourd'hui, on vit une période extraordinaire. C'est la période d'Internet, des réseaux sociaux. La grosse différence par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet de toucher le plus grand nombre. Le financement participatif, les réseaux sociaux? Alors non, parce que quand on est un parti politique, il n'y a pas de financement participatif. Par contre, la capacité de pouvoir d'atteindre, de toucher des dizaines, des centaines de milliers de citoyens pour se mobiliser pour une cause, pour construire un projet, ça coûte beaucoup moins cher, c'est plus efficace. Et c'est toute la différence d'ailleurs entre nos mouvements citoyens d'une part et nos hommes politiques et nos syndicats qui sont restés les deux pieds dans la glaise alors que l'économie est en train de progresser à plus de 300 km/h. Mais ce n'est pas juste une question de technologie, n'est-ce pas Aurélie Trouvé? Il n'y a pas que ça qui différencie cet avant et cet après, ou la différence entre ces deux visions de la politique. Oui, de toute façon, je pense qu'entre la façon dont se fait la politique aujourd'hui dans les grands partis et ce qui est en train de se passer place de la République... Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voudrais dire une première chose, et c'est important. C'est qu'en parlant, je ne représente absolument pas ce mouvement et je crois que c'est une des richesses de ce mouvement. Il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas une voix plus importante qu'une autre. Moi, je suis en tant que participante, comme beaucoup d'autres qui sont venus sur la place de la République participer au débat.
De la même façon que les organisations qui ont pu soutenir, comme Attac, le DAL, Solidaire, le journal Fakir, qui a joué aussi un rôle, etc., on soutient. Mais en aucun cas, on ne peut et on ne doit récupérer ce mouvement qui vraiment est une rencontre de citoyens, certains très engagés depuis longtemps, d'autres qui s'étaient jamais engagés. Alors justement, on a du mal à prendre la mesure de ce mouvement. Par moment, on se dit, c'est quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers, ça a essaimé, mais c'est des tout petits groupes en province. Ça reste quand même très marginal. Et maintenant, il y a des appels dans d'autres villes européennes d'ailleurs. Alors pour moi, ça ne reste pas du tout marginal. D'abord, on dit à chaque fois 4000. Il faut savoir que ça tourne énormément. En fait, il y a beaucoup plus de monde que ça qui est passé. La plupart du temps, c'est la moitié de la place de la République. Bon. Non, il y a des fois où c'était vraiment ça débordait sur la place de la République. Je peux vous dire qu'il y a eu vraiment des moments très forts. Par ailleurs, c'est très fort aussi parce que c'est un vrai moment de renouveau politique avec une vraie mixité générationnelle, avec pas seulement. C'est pas un mouvement quand même assez homogène sociologiquement. Certains sociologues qui ont commencé à étudier ce mouvement qui est embryonnaire, c'est un frais printemps, quoi. C'est quelques jours à peine, disent ce sont les maîtres du temps qui peuvent se rendre là le soir, la nuit, qui ont les moyens. D'abord, moi, par exemple, j'y suis allée 2-3 fois en fait, pas plus, parce que chacun y va comme il peut, justement parce qu'on travaille la journée ou parce qu'on est étudiant la journée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de magnifique, c'est que la journée, finalement, on subit une société, en tout cas, qu'on rejette en partie ou dont on ne veut plus en partie. En tout cas, on rêve d'autre chose. Et la nuit, justement, on débat de ce qu'on voudrait et on peut exprimer toute sa colère à d'autres. Et je crois que c'est aussi un renouveau des formes démocratiques qui est extrêmement intéressant. Jean Garrigue. J'appelle tout le monde à venir au moins voir ce qui s'y passe. C'est extrêmement intéressant. Jean Garrigue, votre sentiment ? OK sur le renouveau des formes démocratiques. C'est le symptôme de ce qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire notre système partisan. J'allais dire nos institutions, au-delà de ça. Je ne suis pas sûr que ce mouvement, Place de la République, soit représentatif de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui, de ce rejet. Parce que ce rejet, il prend des tas de formes, y compris malheureusement celle de l'abstention ou du vote des... On va en parler tout à l'heure. Mais ce qui se passe là, ça peut se prendre, ça peut diffuser plus largement. Vous voyez ce mouvement rester cantonné à quelques places, quelques villes, ou vous le voyez irriguer davantage? Écoutez, je ne suis pas prophète. Simplement, ce qui manque dans ce mouvement, enfin, ce qui pourrait manquer, je dirais c'est une sorte d'idéologie fédératrice, une sorte de socle commun qui pourrait rassembler, comme par exemple la référence, ce serait mai 68. Mai 68, vous avez... Il y a un petit côté libertaire, autogestion... D'aucuns évoquaient la Commune de Paris. D'ailleurs, il y a eu des étiquettes, Commune de Paris, posées place de la République. Ou la Commune de Paris, mais Commune de Paris, c'est dans un contexte très particulier. Paris est assiégé, etc. Non, mais là, il y a quelque chose qui manque dans ce mouvement, qui va peut-être apparaître, mais c'est un corpus d'idées. Ceux de mai 68, ils avaient le libertarisme, ils avaient le guévarisme, ils avaient le maoïsme, ils avaient... Il y avait de l'idéologie. Il y avait de l'idéologie. Et là, il n'y en a pas ? À mon avis, pour l'instant, on ne voit pas émerger... Mais en Espagne, il n'y en avait pas forcément non plus. Il n'y en avait pas non plus en Espagne. Oui, il ne faut quand même pas oublier que ce mouvement, quand même, s'est construit. Alors, le groupe de départ, d'ailleurs, ça partait autour du film Merci Patron de François Ruffin, et ça partait surtout contre la loi El Khomri. C'est bien plus large aujourd'hui. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que cette loi El Khomri, elle propose de la précarité justement à tous ces jeunes diplômés dont on dit qu'ils fourmillent sur cette place. Mais c'est des jeunes diplômés, souvent dans une grande précarité, à qui on offre comme perspective un emploi extrêmement insécurisant, puisqu'on dit le licenciement va favoriser l'emploi. Et qu'on enterre ainsi le CDI alors qu'on est censé être dans un gouvernement de gauche. Donc je crois qu'il y a tout ça qui vient aussi essaimer. Alors évidemment, ça va bien au-delà. Et je peux vous dire que les débats sur la place de la République vraiment instillent des idées qui vont du social à l'environnement, Nicolas Doucerin, d'accord. Nicolas Doucerin, vous êtes allé faire un tour? Oui, j'y étais dimanche justement pour découvrir, pour m'imprégner, pour essentiellement écouter et observer. D'abord, je pense que c'est une manière de pouvoir s'exprimer. On le voit bien aujourd'hui, l'abstention est en train de battre des records dans n'importe quel type d'élection aujourd'hui dans notre pays. Et c'est une manière justement de s'exprimer, au même titre que nos propres mouvements citoyens se sont créés il y a maintenant 3 ans et demi, pour mettre des sujets. C'est une manière de... Des prises de parole. De prise de parole et de rentrer en résistance. Parce que fondamentalement, on a un amour pour notre pays et on a envie justement de s'en sortir. Pour revenir juste quand même sur la loi El Khomri, moi je ne sais pas où est la précarité.
Je constate juste une chose. C'est pas un débat sur la loi El Khomri. Pardon de vous couper, en tout cas, parce que ce qui vous réunit là, on sent bien, et vous le dites chacun à votre manière, c'est qu'en tout cas, ce mouvement, il dérange les politiques. On a eu une première réaction d'un des candidats à la primaire de la droite et du centre, François Fillon, hier, qui a dit que ça n'était pas compatible avec l'état d'urgence. Et je vous propose d'écouter Bruno Le Maire, autre candidat à la primaire de la droite et du centre. Regardez ce qu'il dit. Si la manifestation n'est pas autorisée, elle n'était pas ce matin. La place doit être évacuée quand on est en état d'urgence. Raison de plus pour faire respecter la loi et pour faire respecter les règles. Je souhaite qu'il n'y ait pas non plus de dictature de la minorité dans notre pays. Chacun mérite l'écoute, chacun mérite le respect, mais pas de dictature de la minorité. Pas de dictature de la Les mots sont forts, il trouvait. Les mots sont forts. On sent bien la mairie de Paris, pas très à l'aise non plus. On a l'impression que la gauche et la droite je vais vous dire, ont du mal avec ce mouvement. Si le gouvernement empêche ce mouvement, d'abord il va faire. Là, c'est pas le gouvernement, là c'est Bruno Le Maire. Il est pas encore au gouvernement. Aurélie Trouvé. Il aimerait bien, mais il n'y est pas encore. Et je veux dire, si jamais il est décidé, pas sûr. S'il est décidé par les politiques une quelconque forme de limitation de ce mouvement, je pense qu'ils feront une très grave erreur, parce que d'abord c'est fortement appuyé par la population, et parce que je crois qu'il y a un vrai renouveau ce que je disais tout à l'heure, qui est en train d'émerger. Et c'est vrai que ce mouvement, il gêne les politiques parce qu'il renvoie à l'échec des politiques, à tous ces hommes et ces femmes politiques qui sont gangrénés par la professionnalisation, par le cumul des mandats. Est-ce que certains sont tentés de le récupérer? Est-ce qu'il y a des politiques qui viennent vous draguer comme ça sur la place de la République? En tout cas, si jamais ils viennent, ils n'ont pas le droit à la parole. Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait une médiatique. En tout cas, ils n'ont pas le droit à la parole. Et j'ai vu par ailleurs beaucoup d'intellectuels, de responsables d'organisations, tout ça, qui sont venus incognito, et ça, je trouve ça vraiment super, qui sont venus voir comment ça se passait, mais aussi parfois participer à des AG, voilà, et de manière générale. Il y a une curiosité, en tout cas. Ouais. Vincent Giret, il y a une présidentielle dans un an. Oui. J'aimerais bien qu'on évoque ce qu'avait déjà soulevé Nicolas Doucerin, à savoir la question cruciale de l'abstention. Oui, s'il est un signe du discrédit du système politique, en tout cas tel qu'il fonctionne, c'est bien l'abstention. Et si on regarde l'abstention des jeunes, aux dernières élections régionales, il y a quelques mois, 67%. C'est le chiffre du jour. 24 ans, c'est le chiffre du jour. 67% des 18-24 ans se sont réfugiés dans l'abstention. 2 jeunes sur 3. Et ceux qui ont voté, on le sait, il y a une partie importante d'entre eux qui en plus votent pour un parti protestataire populiste qu'est le Front National. Ce qui prouve bien, Jean Garrigue, qu'il y a au sein de la jeunesse un refus, en tout cas ils ne se reconnaissent pas dans le système politique actuel. Ça c'est une certitude. Au fond, ça me fait penser à 2 périodes de renouvellement de ce type, qui sont celles des années 30, où on a vu une jeunesse, à l'intérieur y compris des partis de l'époque, alors les situations étaient quand même très différentes, mais où on a vu toute une génération qui contestait la manière dont on faisait de la politique. Ça s'appelait les néos à l'époque, et dans tous les partis politiques, vous avez une génération qui contestait les aînés, et vous aviez des formes extra-partisanes d'engagement politique. Alors, beaucoup, c'était les ligues d'extrême droite. Oui, malheureusement, ça a débouché sur du populisme d'extrême droite. D'extrême droite. Mais d'autres étaient aussi des associations, des ligues de toutes sortes. Et puis, il y a eu les années 60, il y a eu mai 68, et à chaque fois, vous avez une génération comme ça qui ne se reconnaît plus dans la manière Et vous pensez du coup, puisque vous faites le parallèle avec ensuite le 68 et même avant avec la Ve République, vous pensez qu'à un moment donné, il y a une décomposition telle qu'il faut créer une nouvelle République, il y a un nouveau système qui apparaît, qui refédère. Écoutez, on est dans un système dont on voit très bien qu'il est en fin de course, puisque de toute manière, on a eu 2 présidences immobiles, même 3, le deuxième septennat de François Mitterrand, et puis 2 présidences en échec, une alternance en échec. Donc tout ça nous montre un système qui est totalement caduc. Nicolas Doucerin, il y a un problème d'offre? Il y a un problème d'offre, mais vous savez, moi je suis né en 76. En 76, j'ai eu j'ai eu 2 chances en 76. J'ai eu la naissance, la vie, et je suis né avec 0 € de dette publique sur les épaules. Un bébé qui naît en 2016, il a la vie, mais il part avec 34 513 € de dette sur les épaules. Ouais. Vous pensez que ça fait rêver, ça? Mais non, mais c'est tout le problème aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse? Est-ce que nous avons aujourd'hui un seul parti politique qui est capable d'offrir des responsabilités à des jeunes de 20 ans, 22 ans dans les machines? C'est impossible aujourd'hui. Oui, mais Nicolas, regardez, la difficulté qu'on a en France à faire émerger du côté de la société civile des mouvements importants qui sont capables à un moment donné de rivaliser. Votre mouvement, ça n'est pas une insulte que je vous fais, mais il reste ultra marginal. Ça n'émerge pas aujourd'hui. Pourquoi ça bloque? Non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez le débat que nous avons eu en 2012 lors de l'élection présidentielle. On nous parlait de quoi à l'époque? De la réforme du permis de conduire, de la taxe de 75% sur ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros. Voilà le débat. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? De baisser le nombre d'élus,
de revoir notre République, Donc ça de progresse. réécrire le code du travail. On met en place les vrais sujets, les grandes réformes structurelles que notre pays a le devoir de mettre en œuvre pour demain, grâce à la pression être en capacité. de la société. Évidemment. Aurélie évidemment. Trouvé, on met en place les vrais débats, les vraies réformes? Au niveau gouvernemental, je ne pense absolument pas. D'ailleurs, on essaie même de le contourner par des débats culturels, identitaires, etc. Donc, je pense que le vrai débat aujourd'hui, il est sur la précarité des gens, sur l'inégalité des richesses. Et du coup, c'est bien pour ça que la pétition contre la loi El Khomri a autant marché, 1 500 000 signatures, sans compter tout ce qui se passe sur YouTube avec les fameux YouTubeurs. On veut mieux que ça. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment qui sont en train d'éclore parce qu'il y a un vrai ras-le-bol du gouvernement actuel. Il y avait peut-être aussi de la part de beaucoup de gens un espoir vis-à-vis d'un gouvernement qui se disait de gauche. Et aujourd'hui, un gouvernement qui vraiment est rejeté sur le plan social par la loi El Khomri, sur le plan économique à travers les paradis fiscaux sur lesquels on n'a quasiment rien fait, sur le plan environnemental, Notre-Dame-des-Landes, les pesticides, etc. Autant de dossiers qui sont aujourd'hui, qui montrent, le gouvernement, il faudra m'expliquer en quoi il a vraiment bougé. Ce sera le sujet d'un autre débat. En tout cas, autant de dossiers qui montrent que les gens ne sont plus dupes de ce gouvernement et ils veulent des politiques qui tiennent leur engagement. Et donc, pas forcément des politiques professionnelles. Et Exactement. ça nous conduit à Nadia. Oui, les Parlez-nous professionnels de la profession politique. Comme disait Godard. Les Français ne veulent plus de ces professionnels de la profession, puisque tous les sondages montrent que les Français veulent un renouvellement de la classe politique. Ils ont l'impression de voir toujours les mêmes têtes, et c'est difficile de leur donner tort quand on se plonge dans les archives qui ont été publiées par le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po. Ils ont mis en ligne les affiches de campagne depuis 1958. Rien n'a changé, sauf peut-être le graphisme. On s'aperçoit, par exemple, que Jean-Yves Le Drian, donc actuel ministre de la Défense, président de la région Bretagne, a été élu député pour la première fois en 1978, il y a 38 ans. Moi, j'étais même pas née. Voilà. Vous voyez, Nadia. 1988, quelques années après, le jeune et fringant Patrick Balkany, 40 ans, était élu député des Hauts-de-Seine. 28 ans après, il l'est toujours. 1978 toujours. Jean-Claude Gaudin, qu'on voit donc à gauche sur la photo et un peu plus vieux sur la photo de droite, il gagne donc cette année-là un siège de député des Bouches-du-Rhône. On est en 2016, il est toujours. Il a aussi eu le temps d'être maire de Marseille, sénateur, ministre, conseiller municipal, vice-président de l'UMP, vice-président du Sénat et parfois tout ça un petit peu en même temps. Donc cette professionnalisation de la politique, ça laisse pas beaucoup de place aux petits nouveaux. Et on en arrive à ce chiffre aujourd'hui, moins de 2% des députés sont ouvriers ou employés. Jean Garrigue, comment on arrête ce système-là où la politique, c'est un métier dont on vit plutôt bien d'ailleurs? Écoutez, il faut l'arrêter en repensant nos institutions, en pensant à ce que doit être le renouvellement des mandats, c'est-à-dire la limitation du renouvellement des mandats. C'est un impératif aujourd'hui politique. Dans l'accumulation de mandats et dans la durée des mandats. Dans la durée, dans l'accumulation des mandats. Ce système qui aussi nous empêche d'avoir des coalitions. On a un système de bipartisme maintenant, même s'il y a 3 partis aujourd'hui, mais on a un problème de système politique. Mais on a un problème de système politique. Alors au moins, si l'on ne retourne pas à un système qu'on a appelé le régime des partis, alors qu'aujourd'hui les partis en réalité bloquent beaucoup plus le système politique qu'ils ne le bloquaient sous la 3e et la 4e République. Le général de Gaulle a voulu faire un système qui prenait le contre-pied du régime des partis. Il est encore plus partisan et bloqué par les partis aujourd'hui. Et puis le système présidentiel, on voit très bien de quelle manière il binarise les choses, il bipolarise, de quelle manière il bloque le consensus et une véritable majorité. Mais il y a donc un nouveau parti. En Marche, le parti d'Emmanuel Macron avec ses propres initiales. Est-ce que ce jeune homme fringant de 39 ans et ambitieux pourrait incarner ce renouvellement? Alors, non, mais par rapport à ce qui est un des marqueurs de notre vie politique, à savoir le besoin récurrent d'un homme providentiel. Emmanuel Macron, il peut correspondre à ce schéma. Mais en soi... Il est dans le vieux schéma, selon vous? Mais en soi, l'idée de faire un micro-parti d'Emmanuel Macron, c'est un jeu de mots. L'idée de faire un parti de ce type, il s'inscrit dans un schéma assez traditionnel. C'est pas très nouveau. Très moderne. Et voilà, y mettre des hommes de droite et de gauche, là aussi, c'est pas très nouveau. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de définir un socle commun qui pourrait réunir une majorité d'idées et une majorité programmatique de plusieurs partis. Pour aller au bout quand même sur Emmanuel Macron, vous connaissez tous le pas légendaire de Michael Jackson. Oui. Le pas en arrière, vous savez, le moonwalk. Oui. Bon. Emmanuel Macron, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Quel honneur vous lui faites. C'est-à-dire que comparé à Emmanuel Jackson, ça va lui plaire. Beaucoup de talent, mais il y a un moment, il faut aller jusqu'au bout. Macron, King of Pop. Soit Emmanuel Macron démissionne du gouvernement, il va jusqu'au bout de son initiative, soit il reste au gouvernement et dans ce cas-là, c'est ce qu'a demandé la porte-parole du Parti des Républicains aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un homme blanc passé par l'ENA et ensuite par la banque Rothschild. Enfin bon, c'est...
On en reparlera. Tant pis pour le renouvellement, oui. On se penche sur le cas du président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il s'appelle Bruno Le Roux. Il a tenté de faire passer une loi qui favorise les candidats des grands partis par rapport aux petits. On pense à Jacques Cheminade, par exemple. Tim Holt fait sauter le verrouilleur, Le Roux dans Bang Bang. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la défiance à l'égard des partis monte, le chef des députés socialistes a proposé une loi très favorable aux grands partis. Alors faut-il défavoriser Bruno Le Roux? Bruno Le Roux est président du groupe PS à l'Assemblée depuis 2012. Hollandiste canal historique, il avait été nommé secrétaire national aux élections du parti entre 2000 et 2008. En clair, Bruno est un puits de science électorale. Et sa dernière manœuvre est magistrale. Non. Ne dites rien, laissez-vous d'abord submerger. Avec Jean-Jacques Urvoas, il a proposé une loi, adoptée mardi dernier, qui supprimera l'égalité du temps de parole des candidats à la présidentielle. En effet, cette réforme introduit un nouveau critère pour estimer le droit à palabre d'un candidat, le sondage d'opinion. Le Monde a calculé qu'avec le bonneto à nono, en 2012, le temps de parole des deux gros candidats aurait doublé. Celui de Marine Le Pen aurait gonflé d'un tiers, tandis qu'Eva Joly et Nicolas Dupont-Aignan se seraient fait couper le sifflet de 75 et 90%, et même 100% pour Jacques Cheminade. Au cœur de mon projet pour la France, il y a... Merci. Et tout de suite, la météo des plages avec Elisabeth Quint. Ainsi, celui qui a été infichu de contenir les députés frondeurs, mais a parfaitement réussi à ne pas devenir ministre, montre au chef qu'il ne relève pas de l'erreur de casting. En clouant le bec au minus des sondages, Bruno le Godillot se montre digne des ambitions présidentielles. Tout changer pour que rien ne change. Aurélie Trouvé, c'est littéralement asphyxier, verrouiller le débat électoral. Ah bah oui, donc quand il y en a qui font un grand saut démocratique, un grand renouveau dans la place de la République, bah il y a des hommes et des femmes politiques, en l'occurrence un homme, qui fait faire un grand pas en arrière en point de vue démocratique. C'est vraiment la rhétorique performative. Plus vous passez dans les médias et plus vous passerez encore. Donc c'est parfait. Vincent. Oui, la difficulté. Dernière question. C'est que cette décomposition du système politique, en fait, elle profite aux partis populistes et à l'extrême droite. Et c'est vrai dans d'autres pays aussi en Europe. Jean Garry, il y a une fatalité à cette. Qu'est-ce qui fait qu'il n'émerge rien à côté? Mais non, mais si vous ne changez... Toutes les cultures sont à changer. La manière dont se fait la gouvernance dans les partis politiques, la manière dont les partis font entrer, renouvellent justement ce personnel de white... Les primaires, ça peut aider là-dessus Les primaires, ça peut aider à ce renouvellement? Moi, je ne crois pas du tout aux primaires, parce que je crois que les primaires, justement, participent à une surpersonnalisation du débat. Ce qui est intéressant, c'est le débat à l'intérieur. On ne parle pas des idées, on parle des hommes, des femmes. Que peut enrichir d'ailleurs un mouvement comme celui-là, et bien d'autres d'ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. Les primaires, c'est justement entrer dans le jeu de la surpersonnalisation. Un dernier mot, je crois aussi que maintenant on ne renouvellera pas le politique à travers les primaires, parce que je crois que c'est pas la présidentielle, avec l'élection d'un homme ou d'une femme providentielle qui va pas rendre de compte pendant 5 ans, et sans doute en ne respectant pas ses engagements, qui va renouveler le politique. Qui sera rejeté au bout de 3 mois. Par contre, je pense qu'il se passe place de la République, et si c'est la même chose, par exemple, que le mouvement des indignés Occupy Wall Street, ça peut-être, dans un deuxième temps, et de manière indépendante, sans récupération, peut-être aider à l'émergence d'un renouveau politique. On verra. On verra. En tout cas, vous voyez, chez nous, citoyens, on a lancé l'initiative de lancer des centaines d'apéros et cafés citoyens pour co-construire la solution. Merci à vous trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit qui racontera la découverte des allergies et Jean-Mathieu Pernin qui jubilera après le licenciement en Chine d'un robot serveur. Mais pas avant désintox. Ce soir, la commune de Sevran n'a pas la frite. C'est lamentable ce jeu de mots. Depuis qu'elle a été surnommée le Molenbeek français. Regardez. Depuis les attentats de Bruxelles, les médias français se sont mis en quête des Molenbeek français. Et un nom revient souvent, celui de la commune de Sevran, en Seine-Saint-Denis, présenté comme un des fiefs français de la radicalisation islamiste.
Le Figaro et Europe 1 ont consacré des reportages à la commune du 93 en livrant au passage un même chiffre. Sevran, en Seine-Saint-Denis, population à 90% d'origine étrangère. Interrogé par des intox, l'auteur de l'article du Figaro dit tirer son chiffre d'une source anonyme disposant de statistiques officielles. Quelles statistiques? Mystère. L'INSEE donne bien la part d'étrangers ou d'immigrés par commune, mais pas la population d'origine étrangère. À Sevran, on sait qu'il y a 20% d'étrangers et 30% d'immigrés, ces deux catégories se recoupant très largement. Mais aucun chiffre donc sur les habitants d'origine étrangère. Et d'ailleurs, c'est quoi? S'agit-il de personnes étrangères? De personnes dont les deux parents sont étrangers? Suffit-il qu'un seul parent le soit, voire qu'un grand-parent ne soit pas français? Plus on remonte les générations, plus il y a de chances de trouver un ascendant étranger, jusqu'à trouver une majorité de Français d'origine étrangère. Hélas, le Figaro et Europe 1 ne donnent pas leur définition, ce qui enlève à la statistique toute signification. Quelques chercheurs se sont penchés plus sérieusement sur ces questions. D'après la démographe Michèle Tribala, 66% des jeunes de Sevran avaient en 2011 un parent immigré. Ce qui, d'après la chercheuse, rend hautement improbable que 90% de la population totale soit d'origine étrangère. Et encore faudrait-il dire de quoi on parle. Ah, des intox, quel talent. Bonsoir mes elfes frétillants. Tic et tac. Plic et ploc, zig et puce, pim et pam. Wow. Bon. Voilà. On commence avec vous? Allons-y. Alors, ça y est, préparons nos mouchoirs. Eh oui. Comment s'appelle cet observatoire? Le Réseau national de surveillance aérobiologique l'a annoncé. Ils sont précoces, les pollens, et nous allons éternuer. Il y aura beaucoup d'allergies. Et ça vous a rappelé la naissance, ou plutôt la découverte des allergies. C'est pas si vieux. C'est pas début vieux. du XXe siècle. Ouais, c'est ça, nous allons à l'été 1901, entre le Cap-Vert et les Açores, sur un fameux 3-mâts. Bon, il est peut-être pas fin comme un oiseau, mais en tout cas, il s'appelle le Princesse Alice II. Ce yacht appartient à Albert Ier de Monaco, vous savez, le prince qu'en pince pour l'océanographie. Et à bord de son navire équipé pour la science, il a fait venir deux scientifiques, Paul Portier et Charles Richet. Alors, le but de l'expédition est extrêmement simple, c'est étudier les physalies. Les physalies sont des petites bestioles marines, vous voyez, genre méduses, réputées pour leurs filaments extrêmement urticants. Et les scientifiques, donc, attrapent des physalies et partent dans les petites expériences. Alors, ils commencent déjà par les mettre en contact avec une grenouille. Bah, la grenouille meurt. Et après, c'est toute la ménagerie du bateau qui y passe. Alors, bon, bah, du canard, du pigeon, du cochon d'Inde, tout le monde meurt. De retour sur Terre, les arrêtez d'être hilar quand vous dites un truc pareil. Non, mais vous avez raison. Et non, mais je sais pas, c'est cochon d'Inde. Donc, de retour sur Terre, ça devient beaucoup plus sérieux. Les scientifiques veulent poursuivre, et cette fois-ci avec un chien. Donc, ils injectent une dose de venin à un chien qui meurt aussi. Et là, Charles Richet a l'idée d'aller encore plus loin et de procéder comme pour la vaccination, c'est-à-dire injecter des toutes petites doses afin d'immuniser l'animal. On prend un nouveau toutou, hein, celui-là il s'appelle Neptune. Première toute petite injection, il se passe rien. 22 jours plus tard, deuxième toute petite injection. Là, ça sent le sapin. Et oui, il meurt, voilà, le chien n'est plus là. Alors, c'est intéressant parce que les scientifiques viennent d'inventer l'anaphylaxie. Vous savez, c'est le fait que l'organisme réagisse de manière violente quand il est soumis une seconde fois à une substance, en l'occurrence allergène, hein, grâce au sacrifice de Neptune, un pauvre toutou innocent. Les allergologues du monde entier peuvent soigner aujourd'hui la plupart des patients. Alors Charles Richet quand même a reçu le prix Nobel en 1913 pour tous ses travaux, mais le mot anaphylaxie, lui, a été un petit peu remplacé dans les mémoires par un autre mot inventé par un savant hein, qui s'appelle Clemens von Pirket, c'est un Allemand, et qui lui propose le mot allergie, voilà. Donc l'allergie, c'est tout récent, ça date du début du XXe siècle. Alors, pour finir, bien sûr, on se doute bien que les gens étaient aussi allergiques avant les travaux de Richet. Hein. D'ailleurs, depuis bien longtemps, on sait que le printemps n'est pas seulement la saison du rhume des foins. Méfiez-vous. Au printemps, le pollen est trop riche et renferme des substances qui peuvent agresser votre organisme. Un conseil, si vous êtes à l'extérieur, à la campagne par exemple, évitez de vous asseoir n'importe où. On note, en cette période, une recrudescence des maladies vénériennes. C'était un message de l'épiscopat français. Ah, c'est les nuls. Bruno Carrette, avant les nuls. Excellent. C'est quoi ce robot licencié? Eh oui, ça y est, ça commence. Vous voyez, en Chine. Cyborg de tous les pays, unissez-vous. Voilà le nouveau cri hein, de la lutte ouvrière entre le robot prolétaire et l'humain profiteur, notamment dans le milieu de la restauration. Vous l'avez dit, c'est en Chine, à Canton. 3 restaurants spécialisés dans la fondue chinoise, mais bon, ça c'est anecdotique. Avec du chien. Voilà, non, pas forcément. Viennent de licencier donc leur robot serveur. Au départ, tout avait bien commencé, puisqu'en Chine,
Tout le monde aime bien les robots, notamment dans le milieu de la restauration, où on leur donne des postes assez importants. Il y en a même un qui fait fureur en ce moment, puisqu'il vous confectionne des nouilles en moins de 90 secondes. Alors, est-ce meilleur pour autant? Je sais pas, on n'a pas le temps en fait de le goûter. Donc, c'est vrai que pour les restaurateurs, eh bien, c'est tout bénef, puisqu'un robot ne coûte que 8 000 €. Donc après, il n'y a pas de salaire à verser, à part à part un petit bol d'huile à la fin. Donc finalement, ces robots serveurs on fait fureur. Mais souvent, on s'en sert comme argument publicitaire. Parce qu'au niveau serveur, ça n'a pas été trop ça. Ils étaient incapables d'imaginer un autre parcours dans le restaurant que celui programmé quand c'était plein. Ils n'arrivaient pas à porter les plats, ils faisaient tomber les soupes et bizarrement tomber en panne au moment du coup de feu en cuisine. Donc ça servait pas à grand chose. Donc les restaurateurs ont dit allez hop, on vire les robots serveurs et ont engagé je sais pas si vous voyez ce que c'est, l'espèce humaine en fait, voilà, pour avec deux pattes, deux bras, pour finalement servir en salle. Donc c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité robotique, cher à Manuel Valls 2.0 si on voulait dire ça comme ça, mais c'est un peu une exception car tous les domaines professionnels sont occupés par ces robots en Chine. On pense même qu'en 2020, ils seront entre 400 000 et 700 000 à opérer sur tout le territoire chinois. Et là, on assiste à une vraie révolution puisque le chinois va pouvoir enfin profiter du charme discret de l'exploitation des machines, notamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis j'ai pas mal à la tête, donc c'est formidable. Tout ça, et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais aucun ingénieur n'a pensé à programmer le mot grève sur un de ces robots. Allez savoir, un oubli comme ça arrive. Merci Jean-Mathieu, 28 minutes terminé. Merci mes amis. Dans un instant, la soirée cinéma d'Arte avec La mort vous va si bien, une comédie chirurgicale sur la jeunesse artificielle. Goldie Hawn et Meryl Streep, c'est tripes. Et La Comtesse, film de Julie Delpy. À demain, on se quitte avec Le fric, c'est chic. C'est pour Pascal Bruckner, bien sûr. Tchuss. Et pour Nadia, qui va danser.